Monsieur Jean-Marc Alauzet. Monsieur Thierry Offrand. Monsieur René Révol. Monsieur Renaud Calva. Madame Danielle Antoine Santonja. Monsieur Hubert Alouche. Monsieur Cyril Meunier. Madame Rosie Bonneau. Monsieur Francis Andreu. Monsieur Éric Pastor. Monsieur Régis Jouve. Monsieur Roger Kayser. Monsieur Pierre Bonal. Monsieur Bernard Jean. Monsieur Pierre Combette. Monsieur Michel Fraisse. Monsieur Brahim Abou. Monsieur Frédéric Aragon. Monsieur Michel Aslanian. Madame Eva Beccaria. Madame Annie Bénézé. Madame Amina Benoît-Guajafiol. Madame Nicole Bigas. Madame Stéphanie Blampied. Elle est là. Madame Sophie Boniface Pascal. Monsieur Christian Bouillet. Alité. Madame Agnès Boyer. Madame Tatiana Capoisi-Boilam. Madame Marlène Castres. Madame Josette Clavry. Madame Magali Couvert. Madame Perla Danan. Monsieur Michael Delafosse. Madame Gabrielle Deloncle. Madame Fanny Dombrecoste. Monsieur Marc Dufour. Représenté. Monsieur Serge Fleurance. Madame Christiane Fourteau. Monsieur Jean-Louis Gély. Madame Catherine Labrousse. Monsieur Max Lévita. Monsieur Richard Maillet. Madame Hélène Mandroux. Monsieur Hervé Martin. Monsieur Jacques Martin. Madame Nadia Miraoui. Monsieur Christophe Morales. Monsieur Michel Passé. Monsieur Louis Pouget. Madame Françoise Prunier. Représentée. Madame Hélène Cuisgarde. Bonjour. Monsieur Philippe Sorel. Madame Régine Souche. Monsieur Robert Subra. Monsieur Cédric Sudre. Monsieur Philippe Tinès. Monsieur Jacques Touchon. Madame Claudine Troidec-Robert. Monsieur Frédéric Tsitsonis. Monsieur Patrick Vignal. Monsieur Alain Zilberman. Madame Françoise Berger. Monsieur Christian Valette. Monsieur Adrien Siviode. Madame Michel Cassard. Monsieur Marc Gervais. Monsieur Jean-Marc Lusser. Monsieur Jean-Pierre Coulet. Monsieur Laurent Jaoul. Madame Jackie Galabrin-Boulbe. Monsieur Yvon Pelé. Monsieur Jean-François Audrem. Madame Isabelle Guiraud. Monsieur Michel Lantéric. Monsieur Michel Landier. Monsieur Alain Barandon. Monsieur Pierre Dudieuzer. Monsieur Noël Ségura. Monsieur Jean-Marie Legouge. Monsieur le Président, le quorum est atteint. C'est bon. Merci, Monsieur Monnier. Bon, le quorum étant atteint, la séance va pouvoir démarrer. Alors, je vais appeler Monsieur Bress à la tribune, Monsieur Morales et Monsieur Martin, s'il vous plaît. Il faudrait des sièges de plus, là. Alors, je vais tout d'abord vous donner lecture des informations que vous avez sur table. Tout d'abord, le prochain conseil d'agglomération, le dernier de l'année,
aura lieu, s'il vous plaît, le jeudi 19 décembre. Ensuite, vous avez dans les documents qui vous ont été remis à titre d'information le guide du routard 2014 avec beaucoup d'informations, notamment sur l'agglomération, Montpellier, les villes de l'agglo. Un document qui, comme à l'habitude, est toujours très très bien fait et fournit un nombre d'infos qui ont un point d'intérêt majeur sur le volet touristique et développement de notre territoire par rapport aux professions qui y sont représentées. Vous avez également les rencontres de la médiathèque Émile Zola pour la période de novembre-décembre 2013, le réseau des médiathèques l'Agglo Angers. Vous avez également l'Agglo en fête du 22 novembre au 20 décembre de l'année en cours, le calendrier 2014, très utile pour se rappeler des réunions et pour arriver à l'heure. Montpellier agglomération numéro 17 qui est sur le point donc de terminer l'année, il ne reste plus que le 18, et ensuite l'annuaire éco du Languedoc-Roussillon. Voilà pour les informations que vous avez sur vos pupitres respectifs. Alors le conseil qui nous réunit ce soir, c'est un conseil qui fait 59 affaires. 59 affaires avec quelques points d'un intérêt plus prononcé, je dirais, plus décisionnel. Tout d'abord, la présentation du rapport préalable au débat d'orientation budgétaire sur la situation de l'agglo en matière de développement durable. C'est M. Messonnier qui nous le présentera. Ensuite, le débat d'orientation budgétaire pour l'exercice 2014. Le programme local pour l'habitat avec son approbation définitive suite au retour de la préfecture sans remarque de la part de Monsieur le Préfet. Nous avons aussi pas mal de dossiers sur la politique de la ville par rapport au logement et aux engagements financiers. Deux dossiers d'urbanisme qui sont aussi porteurs pour l'avenir, c'est l'enquête préalable sur la ZAC 1, OZ, et le bilan de l'étude d'impact sur l'acte 2, là ça concerne Aude et l'ancienne route de la mer. Ensuite, on a un point aussi important, c'est le lancement de l'étude pour l'implantation de Subdeco et l'arrivée donc de Subdeco Business School à proximité directe du site de la future gare et du quartier d'affaires qu'on a déjà pas mal de fois évoqué. Et ensuite, c'est aussi un point important que le lancement de l'étude interquartier, des régies interquartiers, afin de rentrer en quelque sorte ce dispositif dans le dispositif qui est également en cours d'élaboration au niveau national. Voilà pour les affaires principales de ce Conseil. Dans un premier temps, on va vous donner lecture de la synthèse des décisions intervenues depuis le Conseil du 27 novembre 2013. Monsieur le Directeur Général des Services. Non, mais j'ai inversé. D'abord, je vais faire approuver l'ordre du jour, excusez-moi. Point 1, donc l'approbation de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des remarques sur cet ordre du jour? Pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté. Point numéro 2, c'est l'approbation du procès-verbal du 29 octobre. Est-ce qu'il y a des remarques sur le procès-verbal? Pardon? D'accord. Vote traditionnel de notre collègue Max Lévitin. Pas d'autres prononcés, donc... Ah, vous êtes un duo, là. On a eu un concert, on a eu un duo. D'accord, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose. Alors, deux votes contre, le reste vote le procès-verbal. On passe à l'application de l'article 5211-10. Monsieur le Directeur Général des Services. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les élus, donc sur les acquisitions foncières et occupations temporaires, on a 461 412 €, dont l'acquisition de 2 parcelles pour la réalisation de réserves foncières au sud du Zénith, pour un montant de 375 200 €, et l'acquisition de parcelles nécessaires à la réalisation de l'avenue Georges Frêche, ex-avenue Mas de Rocher, pour 84 208 €. En matière d'agrément de candidature sur les parcs d'activité,
On a une entreprise qui intègre le VES Parc 2000, 2 entreprises qui intègrent le Parc du Millénaire et une entreprise qui intègre la ZAC Parc 2000. Marché avenant, 2 943 743 €, donc des travaux relatifs au marché d'aménagement d'une piste cyclable sur l'avenue Georges Frêche, ex-avenue Mas de Rocher, un marché de dévoiement de réseau d'assainissement sur la ZAC Richter, un marché de travaux de requalification de l'impasse des Capriers à Lavérune, un marché d'acquisition et d'intégration d'un portail Internet, un marché de travaux de dévoiement de réseau eaux usées sur le château de Grabel, un marché de mission de contrôle technique de coordination de sécurité pour la protection santé de la piscine Héraclès à Saint-Bresse, un marché de maintenance de la solution de messagerie Zembra, c'est la messagerie interne au service de l'agglomération, un marché de mission de maîtrise d'œuvre pour la dernière phase de réalisation de l'Agora de la danse, un marché complémentaire pour la réalisation de la requalification de la zone d'activité du Salaison à Vendargues et un marché de mission de coordination de sécurité et de protection de la santé. Voilà, vous avez tous les éléments de décision dans le dossier sur table. Merci, Monsieur le Directeur Général de Service. S'il n'y a pas de remarques, je vous propose de prendre acte des informations qui viennent de vous être communiquées. On passe au dossier numéro 4, c'est le rapport préalable au débat d'orientation budgétaire en matière de développement durable. Monsieur Messonnier. Ah, pardon, le micro. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, donc préalablement au débat d'orientation budgétaire qui a lieu au point suivant, il faut fournir un rapport sur la situation en matière de prise en compte du développement durable. Donc la présentation de ce rapport s'effectue suivant les 5 finalités du développement durable définies par le Code de l'environnement. Alors la lutte contre le changement climatique, la préservation de la biodiversité, la protection des milieux et des ressources, la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et entre les générations, l'épanouissement de tous les êtres humains, une dynamique de développement suivant les modes de production et de consommation responsables. Donc, sans rentrer dans les détails, je vous propose d'adopter ce rapport, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Messonnier. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce rapport que vient de synthétiser en des termes très resserrés Monsieur Messonnier? Pas de remarques, pas d'opposition, pas d'abstention, adopté à l'unanimité. Alors, d'un débat d'orientation, on passe à un autre débat d'orientation, c'est le débat d'orientation budgétaire que va nous présenter Thierry Bresse. Un débat qui intervient dans le contexte économique, social, environnemental qui caractérise le pays et les collectivités actuellement, donc qui a donné lieu à pas mal déjà de travaux et de réflexions. Bon, je vais laisser à Thierry Bresse le soin de présenter les grandes donnes de ce débat d'orientation. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, avant l'adoption du budget primitif, ce débat nous permet de détailler les grands projets structurants et de projeter les équipes financiers de l'agglo pour 2014. Le projet des lois des finances pour 2014, le contexte économique s'améliore, mais des efforts importants sont demandés aux collectivités locales. Les hypothèses macroéconomiques de ce projet de loi des finances sont les suivantes. Une croissance qui s'établit à plus 0,1% en 2013 et qui devrait frémir un petit peu vers le haut, plus 0,9% en 2014. Une inflation modérée, 0,9% en 2013 et plus 1,3% en 2014. Un déficit public qui devrait être ramené à 4,1% du PIB en 2013 et 3,6% du PIB en 2014. Pour atteindre cet objectif, nous avons mis en place il a été mis en place par l'État des mesures d'économie sans précédent. L'effort de rétablissement des finances publiques reposera à 80% sur des économies de dépenses. Ces mesures sont partagées entre les différents acteurs publics, 6 milliards d'euros d'économies sur les administrations et les régimes sociaux et 9 milliards d'euros d'économies sur l'État et ses opérateurs. Quant aux collectivités locales, je rappelle que les dotations sont ponctionnées d'1,5 milliard pour 2014 et la même somme pour 2015. Les mesures du projet de loi des finances visent en priorité l'emploi, à soutenir l'emploi et la croissance. Nombre d'entre elles vont impacter positivement notre territoire, notamment celles qui concernent les PME et celles qui concernent le logement. Les conditions de financement de l'agglo sont améliorées, tant en ce qui concerne le volume de l'offre bancaire qu'en ce qui concerne les conditions financières, les intérêts et les marges.
De plus, en 2014, on verra la mise en œuvre opérationnelle de l'Agence de financement des collectivités locales. C'est un nouvel outil de financement qui nous permettra de gagner en autonomie pour accéder au marché obligataire. On constate aussi une stabilisation des taux variables qui sont restés à des niveaux les plus bas historiquement et des taux fixes qui ont commencé à croître légèrement tout en restant sur des niveaux très faibles. Les marges bancaires ont engagé leur diminution. On peut s'appuyer sur des finances solides pour mener à bien notre politique de soutien à l'emploi, d'offre de services publics de qualité et de développement du territoire. Nous avons eu les premières données nationales qui portent sur l'exercice 2012 et qui viennent donc d'être publiées. Elles montrent que l'Agglo a su maintenir et conserver la maîtrise de la gestion et qu'elle reste en 2012 comme en 2011 dans une situation favorable au regard du panel des autres PCI. On peut s'appuyer sur de nombreux points forts, notamment le dynamisme des produits et la maîtrise des charges, qui nous permettent d'assurer une capacité d'autofinancement élevée. Les produits de financement de fonctionnement de l'Agglo sont dynamiques, près de 1 103 € par habitant. Les dépenses de personnel sont bien maîtrisées. Le poids dans les dépenses de fonctionnement s'élève à 16% et inférieur de 7 points à la moyenne nationale. Vous avez donc un petit schéma qui vous confirme ce que je dis. Et l'évolution des dépenses du personnel chaque année est limitée à 4%, en tout cas pour 2012, alors qu'elles augmentent de 8% en moyenne au niveau national. En conséquence, l'épargne de gestion pour les agglomérations est très élevée, 341 € par habitant, avec un volume supérieur de 45% à la moyenne. L'Agglo se situe au 4e rang, vous le voyez, des EPCI de plus de 250 000 habitants pour son niveau d'épargne. Épargne qui était 4 millions d'euros. Un très haut aussi de niveau de dépenses d'équipement pour soutenir l'emploi. On investit 2 fois plus que la moyenne. Je rappelle que le président le dit souvent, que depuis 2002, on avait investi plus de 2,1 milliards d'euros. Donc bien au-dessus de la moyenne, qui est de 1,1 milliard d'euros pour les EPCI équivalentes. Les subventions reçues sont 2,5 fois supérieures à la moyenne. La capacité d'autofinancement, qui est de 270 € par habitant, figure également parmi les plus élevés des EPCI. En tout cas, on se trouve devant les communautés urbaines de Strasbourg, de Lille, de Lyon, de Toulouse et de Marseille. Malgré les contraintes, malgré le contexte difficile, on maintient nos équilibres financiers sans augmenter la fiscalité, tout en maîtrisant nos dépenses. Les prévisions budgétaires pour 2014 reposent donc sur des hypothèses qui sont en cohérence avec ce contexte macroéconomique. On s'engage, je le répète, à ne pas augmenter la fiscalité. Objectif d'autant plus remarquable que les contraintes sont renforcées. Vous savez que le poids de l'opération de la TVA est estimé à plus de 2 millions d'euros et que la baisse de la situation de l'État est estimée à 3,2 millions d'euros. Les recettes de fonctionnement, le montant des recettes de fonctionnement pour 2014 est estimé à 443 millions d'euros. Vous avez le schéma sous les yeux. Elles sont en progression de 2,6% par rapport à 2013. Les recettes fiscales, elles sont liées à la dynamique propre des bases d'imposition et aussi à la revalorisation forfaitaire définie par l'État qui vient d'être fixée à plus 0,9%. La fiscalité ménage, on le répète, mais je crois que c'est important de le savoir, il n'y a pas d'augmentation des taux en 2014. Taxe foncier bâti, 900 000 €, foncier non bâti, 700 000 €, taxe enlèvement des ordures ménagères, taux qui est maintenu depuis 6 ans, 11,25%. L'évolution mécanique des bases est estimée à 2,9%, le produit fiscal à 64,1 millions d'euros. Vous l'avez sous les yeux. Taxe d'habitation, pas d'augmentation du taux, comme en 2013. Donc il y a une évolution mécanique des bases qui est estimée à 2,1%, produit fiscal prévu, 77,8 millions d'euros. Pour les entreprises, il n'y a pas d'augmentation des taux en 2013. CFE, le taux de CFE sera maintenu en 2014. On estime le produit fiscal à 56,5 millions d'euros, vu l'évolution nominale de 3,2%. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de nominal, c'est qu'on n'augmente pas, on ne corrige pas l'impact de l'inflation. La CVAE, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, c'est un impôt qui est national. Les bases réelles sont décalées dans le temps
on les estime à 1,2%, donc le produit fiscal s'élèverait à 29,6 millions d'euros. Taxe sur surface commerciale, dit TASCOM, augmentation prudente de ces surfaces commerciales, prévue de 2%. On prévoit un produit fiscal de 5,6 millions d'euros. Les impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau, dit IFER, cette taxe est peu évolutive, prévoit une stabilité des bases, produit fiscal 1,3 million d'euros. Le versement transport, je rappelle que le taux est inchangé depuis 2011. Le produit attendu en 2014 s'élève à 79,2 millions d'euros. C'est dû donc à l'évolution des bases estimées à 2,9%. Les recettes issues de la péréquation, dotation de l'État, la DGF et les compensations fiscales, vous savez qu'il y a une baisse décidée par le gouvernement de l'enveloppe normée de 1,5 milliard d'euros en 2014, comme en 2015. La répartition de la baisse de dotation au sein du bloc communal s'élève à moins 840 millions d'euros et devrait s'établir à moins 530 millions d'euros pour les communes et moins 252 millions d'euros pour les EPCI. S'agissant des communes, ça intéresse les maires ici, c'est donc la dotation forfaitaire qui sera réduite en premier lieu. Le solde porte sur les compensations d'exonération de fiscalité directe locale ou à défaut sur les avances de fiscalité des communes. Pour les EPCI, la baisse portera d'abord bien sûr sur la dotation de l'intercommunalité, puis, comme pour les communes, sur les compensations d'exonération de fiscalité directe locale ou à défaut sur les avances de fiscalité. La dotation globale de décentralisation, elle n'entre pas dans l'enveloppe normée, elle est maintenue au niveau de 2013, 1,1 million d'euros. Le Fonds national de péréquation des recettes fiscales intercommunales et communales, dit FPIC, c'est un des piliers de la solidarité. Il connaît une forte évolution. Il était de 120 millions en 2012, il passe en 2014 à 570 millions d'euros. Et comme si les critères sont inchangés, on devrait donc avoir une progression significative de la part attribuée à la CAM ainsi qu'à nos communes. Les autres recettes de fonctionnement. Les recettes perçues au titre des attributions de compensation de la OSRU sont estimées sur le niveau identique à 2013, 7,7 millions d'euros. Je rappelle pour les budgets annexes, il n'y a pas de tarifs de redevances sont inchangés, que ce soit pour l'assainissement collectif, le non collectif ou pour l'eau potable. Voilà pour les recettes de fonctionnement. Ensuite, maintenant, on passe aux dépenses de fonctionnement. On a fait depuis 3 ans des efforts de gestion importants et les dépenses de fonctionnement n'augmentent que de 1,7% en 2014. On estime le montant des dépenses de fonctionnement à 363,4 millions d'euros. Vous avez donc le schéma sous les yeux. Alors, objectif atteint, je rappelle, avec une hausse de TVA de 19,6 à 20%, pour taux normal de 7 à 10% pour taux réduit, qui pèse sur le budget. Les dépenses de personnel, elles ne dépassent pas 60 millions d'euros. L'évolution de la masse salariale est maîtrisée. L'évolution est limitée à 3%, un peu moins que 2012, donc un peu mieux que 2012, pardon, puisque c'est à 4%. Les dépenses de personnel représentent 16,5% des dépenses réelles de fonctionnement. Autre charge de gestion, parmi les principales dépenses figurent les postes suivants. La contribution financière à TAM pour un montant proposé de 60,9 millions d'euros. Le maintien de soutien aux associations qui est essentiel, c'est un facteur essentiel de lien social. Il est identique à ceux de 2013. Il s'élèvera à 31,7 millions d'euros. Le contingent incendie ne dépasse pas 15 millions d'euros. Son évolution liée à l'inflation. Le poids des charges financières est réduit. En fait, on avait été mesuré dans notre estimation, et comme les montants d'intérêt étaient vus à la baisse, en cours d'année 2013, il est réduit. Pour 2014, on suppose que le niveau anticipé des taux d'intérêt variables, qui reste très bas, devrait aussi réduire l'intérêt de la dette. Les recettes d'investissement, elles s'élèvent en 2014 à 174 millions d'euros. Pour l'essentiel, ce montant lié au cycle de réalisation des investissements et au rythme de versement des subventions par les partenaires. Subventions d'équipement, 16,7 millions d'euros. FCTVA, 5 millions d'euros. Autres recettes d'investissement, le refinancement de la dette, qui permet de contracter des nouveaux emprunts pour rembourser la dette actuelle avec des meilleures conditions de remboursement. On prévoit un montant proposé pour 2014 de 30 millions d'euros, soit le même montant qu'en 2013. Le produit des cessions attendu est de 8,5 millions, stable par rapport à 2013. Notre gestion de la dette est maîtrisée, confirmée par l'analyse de la dette par le cabinet du Conseil Finances Actives, qui faisait apparaître une dette saine et sécurisée. Cette dette sera maintenue.
L'encours de dette s'élève à 832 millions d'euros pour le budget principal et à 942 millions d'euros pour l'ensemble des budgets. Le niveau de la capacité de désendettement, qui rapporte l'encours de dette à l'épargne, devrait s'élever à 10 années,9. Taux d'épargne 18,5%. Sur la dette est équilibrée, 56,5% de dette de taux fixe, le reste en taux variable. Le niveau d'emprunt prévisionnel est estimé environ à 108 millions d'euros, en hausse par rapport à 2013, du fait de l'accélération des dépenses d'investissement. Les dépenses d'investissement, le président l'a souhaité, et c'est important, on maintient un haut niveau d'investissement qui est indispensable pour soutenir l'économie et l'emploi local. C'est pourquoi on a choisi d'accélérer nos investissements. Les dépenses réelles s'élèveront à 253,5 millions d'euros. C'est donc, par rapport à 2013, de 114 millions d'euros, une hausse de 18% par rapport à 2013. Je vais vous décliner les grands projets. On dispose, bien sûr, de nombreux points forts pour affirmer une position de métropole européenne. Nos atouts, ce sont les grands équipements structurants, les projets urbains, mais aussi le réseau des transports, l'offre culturelle ou la qualité des équipes sportives. Les transports, on propose de consacrer 81,4 millions d'euros d'investissement. Transport, succès considérable, 300 000 voyageurs jour, dont 70 000 pour la ligne 3 et 4, qui est en service depuis 18 mois, au-dessus de nos prévisions. Alors, pour la ligne 3, on prévoit d'engager 21,2 millions d'euros. Il s'agit surtout on a acheté 4 rames et du parking d'échange de la Mosson, 1200 places, qui devrait ouvrir à l'été 2015. Tramway ligne 5, 22,7 millions d'euros. Contournement Nîmes-Montpellier, Gare Nouvelle, 25,4 millions d'euros. Voilà pour les transports. L'environnement, 11,4 millions d'euros. La qualité du service et le développement durable sont au cœur de notre action. Centre du stockage des déchets dangereux, 4,2 millions d'euros. 3,14 millions d'euros pour l'amélioration des matériels et équipements nécessaires à la collecte et au tri des déchets. 1 million d'euros pour la rénovation de la plateforme de Grammont. Pour Améthyste, on propose d'engager 1,93 millions d'euros afin d'améliorer les conditions d'exploitation et de maintenance du réseau biogaz et du pré-traitement des effluents liquides. Notamment, cette année, on a réalisé une belle production énergétique qui dépasse les 23 millions de kilowatts, et on va assurer intégralement le chauffage d'Azac et Grisette. Je rappelle aussi qu'on mettra en œuvre en 2014 la mise en œuvre du plan climat-énergie territoriale. Ensuite, en matière d'assainissement et de lutte contre les inondations, on propose de consacrer 1,3 million d'euros pour les travaux de lutte contre l'inondation de la vallée du Lez, et aussi on va débuter les travaux de protection contre les inondations de la basse vallée de la Mosson. En matière d'assainissement, 6,5 millions d'euros proposés pour renforcer l'extension des réseaux dans différentes communes, 6,9 millions d'euros pour l'intercepteur Est, secteur amont, et l'intercepteur Est, secteur de la Pompignane, et 6,2 millions d'euros pour la création de la station d'épuration de Sussac-Saint-Géniès et l'agrandissement de la station Condon-Terral-Condon-Sec. On devrait bientôt achever notre schéma directeur d'assainissement. Pour l'eau potable, on applique scrupuleusement notre schéma directeur d'eau potable. On engage 3,8 millions d'euros pour 2014, dont 1,8 million d'euros pour renouveler les réseaux et 2 millions d'euros pour les études et travaux sur ouvrage. La culture, notre souhait, comme chaque année, est d'assurer une offre de qualité, accessible et proche de tous les habitants. Le budget consacré à l'investissement est conséquent cette année. Il s'élève à 17,68 millions d'euros, dont 8,9 millions d'euros pour le musée des Sœurs Alphonse en Algérie, 1,4 million d'euros pour les études du conservatoire à rayonnement régional, qui va être implanté sur le site de l'AI, enfin de l'ancien AI. Ensuite, on consacre 7,38 millions d'euros pour les travaux de maintenance, de rénovation et d'accessibilité du patrimoine culturel. Le Bonnier de Mosson, Médiathèque Aimé Césaire, le Théâtre du Hangar, le Garde de la Danse, l'Opéra Comédie, Corum, etc. On continuera à accompagner les communes pour la mise en œuvre de la réforme du temps scolaire. 10 communes sont cette année, et les 21 autres seront bien sûr dans l'accompagnement par l'agglo. Voilà pour la culture. Les sports, on propose de consacrer 11 millions d'euros. Je rappelle que la politique du sport, c'est une politique qui concilie équipement de proximité et sport de haut niveau. On va réhabiliter le stade de la Mosson, 5,5 millions d'euros prévus, dont 2 millions d'euros pour l'aménagement des loges. On va continuer bien sûr les travaux de maintenance, de rénovation d'accessibilité
du patrimoine sportif, les piscines, les gymnases, les stades, à hauteur de 5,1 millions d'euros, notamment l'aménagement, la brasserie du stade Yves du Manoir. Voilà pour le sport. Concernant le développement territorial et le développement économique, l'innovation sera au cœur de la croissance économique, avec 4 grands projets novateurs poursuivis en 2014. Le projet de Montpellier Métropole numérique. À ce titre, le schéma directeur de l'aménagement numérique sera poursuivi en 2014. On y consacre la somme de 1,7 million d'euros. Je rappelle aussi l'innovation à l'Open Innovation qui a pour but de développer les start-up et les entreprises autour des thématiques de l'écocité. Le troisième pôle, c'est le pôle innovation de référence sur la gérontologie et l'autonomie. On s'appuie bien sûr sur la création de Castelnau-le-Lez du pôle gérontologie et du pôle autonomie santé de l'AT. Quatrième donc innovation, la production agricole durable avec la mise en valeur des pratiques agricoles durables pour une alimentation et un environnement de qualité en milieu périurbain. Voilà pour ensuite la politique foncière et l'aménagement opérationnel. On consacrera 11 millions d'euros pour les acquisitions foncières à vocation économique et l'habitat, 4 millions d'euros pour l'opération Porte de la Méditerranée, 3,2 millions d'euros pour le parc de Salaison et 2 millions d'euros pour la gestion de la route de la mer. Nous n'oublions pas les TPE, les PME artisanales et commerciales, puisqu'on y consacrera un budget conséquent de 3,1 millions d'euros. Les PIC, vous le savez, le président nous l'a traduit récemment, ils vont s'élever à 1,5 million d'euros. L'habitat, la priorité est à la solidarité. On applique avec rigueur le nouveau plan local habitat qui a été entré en vigueur depuis le 25 juillet 2013. On propose 3 millions d'euros sur nos fonds propres pour justement soutenir les opérateurs sociaux afin de réaliser des logements locatifs sociaux et une aide de 300 000 euros pour les aides à la remise sur les logements locatifs de logements privés dégradés. C'est une lutte contre l'habitat indigne. Bien sûr, il faut que les manières soient maîtrisées, améliorer les performances énergétiques aussi, adapter les logements handicap. En complément, l'Agence nationale de l'habitat. Voilà, j'essaie d'être rapide. Je vous remercie de votre écoute. Je remercie aussi les services de l'AGLO qui ont contribué à ce budget, notamment le service des finances des Grands Madame Cellier, et notre commission des finances à laquelle nous travaillons sérieusement. Monsieur le Président, je vous laisse la parole. Merci, Monsieur Bress, pour cette présentation synthétique et détaillée des grandes lignes du débat d'orientation budgétaire pour l'exercice à venir. Est-ce qu'il y a des remarques sur ces affaires qui ont été présentées? Alors, Saint-Jean-de-Védas 2, M. Livita 3, Pignan 4, M. Ravol 5. On démarre par Saint-Jean-de-Védas. Vous êtes deux, là, deux demandes. Il y a 2 voix, Saint-Jean-de-Védas. Allez-y. Pardon. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, j'avais juste une proposition à faire et M. Bress l'a rappelé. Aujourd'hui, nos concitoyens souffrent. La situation économique est extrêmement difficile et la pression fiscale est élevée. Donc, je souhaitais proposer une baisse des taux d'imposition de la communauté d'agglomération à hauteur de l'augmentation des bases. Ce serait un moyen, d'abord, un signe fort que nous pourrions envoyer à nos concitoyens. Il faut savoir aussi être vertueux au niveau des collectivités territoriales. Ça permettrait d'une année sur l'autre d'avoir une fiscalité qui serait réellement constante. Nous l'avons appliqué en 2013 sur la commune de Saint-Jean-de-Védas. Nous avons baissé nos taux d'imposition à hauteur de l'augmentation des bases. Écoutez, les comptes de la commune de Saint-Jean ne s'en portent pas plus mal. Alors, deuxième représentant de Saint-Jean-de-Védas. Alors, Monsieur le Président, chers collègues, lors de sa dernière séance, le Conseil d'agglomération a adopté le plan climat-énergie territorial. J'ai bien noté qu'une des priorités de ce plan consistait à engager un vaste programme de rénovation énergétique du parc de logement de la période des 30 Glorieuses. Les écolos, dont je fais partie, pour parler vulgairement de notre groupe, ne peuvent que se féliciter de cette ambition. Mais je ne voudrais pas que cette annonce relève du simple effet de manche pour nous attendrir les écologistes.
J'attendais donc la lecture du rapport d'orientation budgétaire pour mesurer de manière concrète la portée et le sérieux de ces engagements en faveur de ce programme d'investissement pour la rénovation énergétique des logements. Or, je constate que le budget consacré à la rénovation du parc de logements anciens est inchangé par rapport au précédent exercice, bloqué à 300 000 € et sans objectif spécifique en matière de performance énergétique. Monsieur le Président, chers collègues, le coût moyen de rénovation énergétique d'un logement est évalué à 20 000 € par logement en France en 2013. Un budget de 300 000 € correspond au coût de rénovation d'environ 15 logements par an. Est-ce cela l'ambition de l'agglomération en matière de rénovation énergétique? Cela n'est pas sérieux, bien sûr, et ce n'est pas avec ces orientations budgétaires que l'agglomération pourra contribuer à l'objectif fixé par le Président de la République de permettre la rénovation de 500 000 logements par an. Je déplore cette absence d'ambition et tiens à dénoncer les engagements non tenus. Je constate que l'agglomération fait le choix de mobiliser 100 millions d'euros d'argent public local pour financer une ligne ferroviaire à grande vitesse qui ne relève pas de ses prérogatives, mais ne se donne aucun moyen sérieux pour engager un chantier prioritaire en matière de logement qui relève, lui, clairement de ses compétences fondamentales. Ma question sera simple, Monsieur le Président. Quels sont les objectifs chiffrés du grand programme de rénovation énergétique annoncé dans le plan climat? Quel budget lui sera consacré? Je vous remercie d'apporter une réponse précise à cette question précise. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Antéric. Alors, il y a Monsieur Titioni aussi qui s'est manifesté, mais avant, il y avait Monsieur Lévita. Pardon. On va tout allumer, comme ça, vous pourrez pas. Merci. Monsieur le Président, mes chers collègues, le projet de budget que vous nous proposez ce soir ne me paraît pas adapté à la situation actuelle. Nous sommes en France dans une situation économique pour le moins difficile. Et le gouvernement de Jean-Marc Ayrault y fait face avec un très grand courage, que je salue, mais la réussite n'est pas au rendez-vous. Je suis l'actualité économique comme vous tous avec attention. Les dernières lectures concernent les notes des économistes atterrés, la note de M. Olivier Blanchard du Fonds monétaire international, les études de l'Observatoire français des conjonctures économiques, les articles de Paul Krugman, prix Nobel d'économie, qui sont publiés dans le New York Times. Je ne lis pas le New York Times, mais c'est repris par le Figaro. Vous pourriez le lire. C'est repris par le Figaro. La dernière étude qui a été révélée par l'Humanité, je lis l'Humanité. Très bonne lecture. De Jan Hintveld, qui est le modélisateur en chef de la Commission européenne. Toutes ces études convergent vers une seule conclusion. La politique d'austérité qui est menée en Europe et en France entraîne davantage d'austérité. La politique restrictive qui est imposée à tous les États européens, en particulier à ceux de la zone euro, conduit à la récession et conduit à l'augmentation du chômage. Il y a un mécanisme terrible qui joue. Pour les spécialistes, il s'agit du coefficient budgétaire. Ce coefficient budgétaire, on espérait qu'il soit inférieur à 1. Il se trouve qu'il est supérieur à 1, comme l'a démontré M. Blanchard, économiste en chef du Fonds monétaire international. Vous n'êtes pas tous obligés de savoir qu'est-ce que le coefficient budgétaire. Je rappelle rapidement, c'est le rapport entre la réduction du taux de déficit budgétaire et le taux de croissance. Un coefficient budgétaire, quand il est égal à 1, on baisse le taux de déficit de 1 et ça entraîne une réduction du taux de croissance de 1. Le seul ennui, quand on a une baisse, à l'heure actuelle, le taux, il est plutôt de 1,5. Une baisse du taux de déficit de 1% entraîne une baisse du taux de croissance de 1,5. Le processus devient cumulatif. C'est ce qui se produit aujourd'hui. Monsieur Jan Hintveld indique ainsi que l'austérité budgétaire aurait fait perdre en cumulé
4,78% de croissance du PIB de la France 2011-2013. 4,78, ça fait 95 milliards de francs. L'Allemagne aurait perdu 3,9%, l'Italie 4,86%, l'Espagne 59%, la Grèce 8%. L'effet du chômage est tout aussi saisissant. 1,9 point de plus depuis 2011 pour lui imputable en France, 1,7 en Allemagne, 2,7 en Grèce. Monsieur Welt conclut, l'impôt négatif des mesures propres à chaque pays est aggravé par les effets d'entraînement négatif des mesures d'assainissement des autres pays. En plus clair, si vous voulez, quand l'ensemble des pays de la zone euro appliquent en même temps les mêmes politiques restrictives, celles-ci interagissent entre elles, il y a un effet cumulatif et les États en subissent mutuellement les conséquences. Monsieur Olivier, je me souviens plus de son nom, monsieur Éric Heyer, qui est le directeur au département analyse et prévision de l'OFCE, dans Le Monde d'hier, indique la même chose. Je vous lis la conclusion de l'article. Si l'austérité se poursuit, la demande sera insuffisante et nous perdrons 3 à 4 points de potentiel de croissance. On déclenche un phénomène autoréalisateur. La croissance étant faible, l'austérité est justifiée. La reprise de 2011 a avorté parce que la France et l'Europe ont engagé à contretemps des efforts de rigueur qui représentent 1,5 point de PIB qui se sont conjugués les uns avec les autres et additionnés avec l'impossibilité de dévaluer. Le choc budgétaire a été 3 fois trop élevé. Il faudrait assouplir cette contrainte. Pourquoi ne change-t-on pas de politique au niveau européen? Alors la réponse serait beaucoup trop longue. En tout cas, elle ne change pas et elle ne changera pas si nous obstinons de demander aux Allemands de laisser filer l'inflation, qui est la seule technique économique que connaissent les Français depuis fort longtemps. Les Allemands n'accepteront pas, même si aujourd'hui nous sommes plutôt en déflation en Europe. Pourquoi ne change-t-on pas de politique en France? Là aussi, la réponse serait très longue. Mais un pays très endetté, dont la dette va encore croître en 2014, nous allons tangenter les 100%, n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Et deuxièmement, un pays, le nôtre, incapable d'atteindre l'équilibre de ses finances depuis 1973, n'est pas très crédible quand il veut donner des leçons aux autres pays européens. Toutes ces considérations sont loin des projets de budget de l'agglomération, me direz-vous. Je ne le crois pas. Ce à quoi nous assistons, c'est à la mutation de la situation des collectivités locales. Nous avons eu un rapport de la Cour nationale des comptes qui est révélateur. Il indique la nécessité, il souligne la nécessité de la participation des collectivités locales à l'effort de remise en ordre des finances publiques. D'où la décision de diminution d'1,5 milliard pour les collectivités de la dotation aux collectivités locales en 2014 et annoncé 1 milliard en 2015. Pour la première fois depuis 1945, les dotations de l'État vont baisser. Je ne suis pas certain que ce soit fini. Je voudrais vous donner, je l'ai donné au conseil municipal lundi, excusez-moi mes chers collègues, mais je suis obligé de les redonner, 2 citations de M. Migaud, qui est le président de la Cour des comptes. M. Migaud indique « Les collectivités locales constituent une composante de la dépense publique sur l'évolution de laquelle le gouvernement et le Parlement s'engagent. Or, leurs dépenses sont dynamiques et le gouvernement ne dispose pas des outils permettant de modérer cette évolution.
Je pense que vous notez avec moi ce regret. Le gouvernement ne dispose pas, il n'a pas dit pour l'instant, mais le gouvernement ne dispose pas des outils permettant de modérer cette évolution. Et il y a une deuxième citation que je voudrais vous donner. À la question « Faut-il instaurer un bonus-malus pour les dotations ? Bonus pour les collectivités qui gèrent bien, malus pour les autres ?» La réponse est « Il est souhaitable d'apporter des solutions différenciées selon les collectivités. » Et ça a failli nous arriver sur la baisse de 1,5 milliard. Certains voulaient qu'elle soit différenciée suivant les régions, les départements et les autres communes. Je poursuis ma citation. Cela passe par le renforcement de la péréquation car les situations sont très hétérogènes. Et enfin, quant aux dotations de l'État, elles doivent être calculées en tenant compte des efforts faits par les collectivités. J'ai cité M. Migaud. Il est donc nécessaire de prévoir des efforts et des efforts sérieux. Le gouvernement a promis 15 milliards d'économies en 2014. Il a également promis 2 milliards d'économies en 2015, en 2016, en 2017. Où les trouvera-t-il? Je dois dire que je l'ignore. Mes chers collègues, regardez dans quel état sont l'éducation nationale, malgré les efforts faits, l'enseignement supérieur, la défense nationale, la justice, les CHU, etc. Je ne suis pas sûr qu'ils ne demandent pas aux collectivités locales un effort supplémentaire. À lire Maire Info, une chute alarmante de la CVAE est attendue et crainte en 2014. Une chute de 15%. Bien entendu, il n'est pas utile de préciser que nous n'y sommes pour rien. Vous n'y êtes pour rien. Je ne vous en fais pas grief. Mais dans le texte que le président de la Commission des finances a lu, il prévoit une augmentation de 1,2, alors que nous risquons de perdre 15%, soit 3-4 millions d'euros. Il y a une réforme du calcul de la CFE qui est encore attendue, qui risque de nous faire perdre 1 million. Je dois donc dire que je trouve votre document très optimiste, trop optimiste. Quand vous soulignez vous-même que vous voulez accélérer les dépenses d'investissement et que vous assurez un taux d'équipement 2 fois plus élevé que la moyenne des autres communes. Dans les communes, notre problème à nous, les communes, notre problème, c'est le fonctionnement. Et donc, dans le budget de fonctionnement, les charges de personnel, dont nous ne sommes pas tout à fait maîtres. À l'agglomération, le problème est tout à fait différent. Dans les agglomérations en général, le budget de fonctionnement ne pèse pas beaucoup et il est très bien maîtrisé. Je ne vous attaque pas sur ce point. Le problème, c'est l'investissement. Haut niveau d'investissement, dites-vous, accélération des dépenses d'investissement. Aujourd'hui, vous l'avez indiqué, M. Bress l'a indiqué, les taux d'intérêt sont faibles. Cela durera-t-il? Personne n'en sait rien. Mais dès que le taux de chômage aux États-Unis diminuera, la Banque fédérale américaine augmentera ses taux et les nôtres suivront. Je prône donc la plus grande prudence. Chaque investissement prévu doit être pesé, et pesé soigneusement. Je ne dis pas que dans votre projet, il y a des investissements inutiles. Je dis simplement que leur utilité doit être pesée soigneusement. On ne doit faire procéder à des investissements que s'ils sont essentiels. Comme la cité du Coruma. On est à l'agglomération, mes chers collègues. Justement, On est à l'agglomération. Chers collègues, soyez aimables. On en discutera en temps et en heure à la mairie de Montpellier. Monsieur Lévita, poursuivez. Non, mais on en discutera. Pour le moment, ça n'est pas un projet qui est inscrit. Il est inscrit dans l'autorisation de programme et pas dans la réalisation, mes chers collègues. Mais nous en discuterons en temps utile. Poursuivez.
Et votre argument est parfaitement acceptable, aussi bien pour l'équipement que vous envisagez que pour ceux qui sont ici. Les mêmes critères doivent être appliqués au même endroit, puisque les contraintes sont les mêmes pour tout le monde. Donc l'utilité, elle doit être essentielle. La valeur ajoutée, si l'investissement n'apporte pas de valeur ajoutée, il doit être reporté. Mes chers collègues, je ne veux pas vous lasser. C'est à cet examen que je vous appelle. Nous sommes dans un projet de budget. Il y a de nombreux investissements qui sont proposés, qui peuvent, qui doivent être écartés. Non qu'ils soient inutiles, mais simplement parce que nous ne pouvons pas nous engager. Je suis sûr que vous ferez cette étude, faute de quoi, que nous ferons cette étude, faute de quoi nous nous exposerons à de très sombres lendemains. Je vous invite à regarder la situation des collectivités locales en Espagne, en Italie et même en Allemagne, où elles sont nettement moins bien loties que nous. Un mot pour conclure. Je ne pense pas être pessimiste, mais ni défaitiste. Une mutation s'impose à nous d'y faire face avec courage et imagination. Je crois que c'est le message que les Français, que nos citoyens attendent de leurs hommes et de leurs femmes politiques. Merci de m'avoir écouté. Merci, Monsieur Lévita. Je vais laisser la parole aux autres demandeurs. L'avantage avec votre intervention, n'y voyez aucune intention. C'est que si l'auditoire ici n'a pas l'occasion de lire la presse, avec les citations nombreuses que vous avez faites, on est au fait de l'actualité économique et financière. Et c'est un universitaire cite toujours ses sources. Tout à fait. Alors on poursuit dans le débat. Qui c'est qui avait demandé la parole? Monsieur Revol, après Monsieur Titsonis et Monsieur Passé. Et s'il n'y a pas... pardon, oui, j'ai oublié la demande. Et Monsieur Pastor. S'il n'y a pas d'autres demandes... Non mais le rapporteur donne toujours son sentiment général. Il fait la synthèse des synthèses. Et le président, des fois, a l'occasion de donner également la synthèse des synthèses des synthèses. Monsieur Revol. Monsieur le Président, chers collègues, je suis content que ce débat s'engage un peu dans cette Assemblée, car les précédents débats d'orientation budgétaire étaient bien ternes. Je me sentais un peu seul à rappeler que les politiques d'austérité conduisaient notre collectivité dans de grandes difficultés. Donc c'est un débat tout à fait utile, doublement. Premièrement, parce qu'il va commander les choix budgétaires qui commandent le budget que nous allons voter le mois prochain. Et deuxièmement, parce que nous sommes quand même à quelques mois d'une échéance électorale et que donc la discussion d'orientation budgétaire, c'est aussi une façon de dire aux citoyens comment on envisage de conduire notre collectivité qui, pour la première fois en mars prochain, sera élue au suffrage universel direct. Donc cette discussion est importante. Donc la première chose que je voudrais faire remarquer, c'est que vos hypothèses macroéconomiques sur lesquelles sont fondés le débat d'orientation budgétaire peuvent encore cette année faire débat. Je rappelle que l'an dernier, vous aviez tablé votre document sur une hypothèse de croissance en 2013 de plus 0,8%, et je vous avais dit que ça ne serait jamais réalisé. On était en novembre 2013 et qu'on s'orienterait plutôt vers les 0%. C'est ce qui se passe. Et donc, je me méfie des formules que vous utilisez à l'envi dans ce document pour dire qu'il y a un rebond, qu'il y a une reprise. Vous avez évité la formule magique de ceux qui n'ont rien à dire, qui disent qu'on va toucher le fond de la piscine et qu'on va rebondir et autres âneries. Mais la reprise n'est pas là, c'est pas vrai. Quand on voit l'augmentation du chômage, quand on voit les plans sociaux qui se multiplient, quand on voit l'évolution des différents indicateurs macroéconomiques, elle n'est pas là. Et avec des gains de productivité qui par an sont de 1,5 à 2%, il est clair qu'une croissance qui, elle, se réduit entre 0 et 0,5 fait que la différence se traduit par des suppressions d'emplois. Donc une croissance entre 0 et 0,5, de toute manière, ne crée pas d'emplois. Elle détruit des emplois si on continue à avoir des gains de productivité, ce qui est le résultat d'ailleurs d'une évolution technologique qui a ces effets-là. Donc je pense que ces hypothèses macroéconomiques ne sont pas bonnes, celles que vous avez choisies. Deuxièmement, je trouve qu'on n'est peut-être pas obligé, dans un document comme celui-là, de dire qu'on approuve, parfois avec enthousiasme, la politique nationale qui est pratiquée.
on n'est pas obligé de pousser le masochisme à dire qu'on accepte les réductions de dotation pour les collectivités territoriales, parce que ça fait quand même des sommes considérables. Vous pourriez avoir la simple prudence ou la simple distance qu'ont d'autres présidents ou candidats quand ils parlent de leur collectivité dans d'autres régions et qui sont pourtant pas de ma couleur politique mais de la vôtre, et qui disent que cette politique d'austérité présente un certain nombre d'inconvénients pour les collectivités locales. Donc la baisse cumulée, quand on prend les différents effets, la hausse de la TVA, etc., on prend les compensations qui ne sont pas réalisées, la compensation sur les dégrèvements qui ne sont pas réalisés, on arrive finalement à 10 millions d'euros, ce qui, sur notre collectivité, est quelque chose qui va peser. Alors, si je partage l'analyse de la situation qu'a fait Max Levita, je n'en partage pas les conclusions. Je pense que, bien au contraire, dans ce contexte-là, il faut utiliser les leviers, non pas pour essayer de faire des économies au mieux, certes supprimer les grands projets qu'on pourrait juger inutiles, mais qu'il faut voir sur quoi nous insistons pour jouer un levier de croissance au niveau de cette collectivité. De ce point de vue, je pense qu'il faut prendre des leviers. Du côté des recettes, il est clair, si vous voulez, que notre fiscalité locale est profondément injuste. Et je dirais à ma collègue et camarade de Saint-Jean-de-Védas que c'est certainement une réforme fiscale à l'échelle nationale qui pourrait modifier les choses. Car nos marges de manœuvre avec les impôts locaux dont nous disposons, étant ceux-ci particulièrement injustes, à chaque fois que nous y touchons, nous produisons des effets qui sont dramatiques. On l'a vu avec l'augmentation de la hausse de la taxe d'habitation. Ce qui fait que si on parle de pause fiscale aujourd'hui, tous nos concitoyens rigolent, parce que pour eux, à cette rentrée, il n'y a eu aucune pause fiscale. Et je parle de nos concitoyens qui ne payent que la taxe d'habitation, par exemple, comme les locataires, et qui ressentent la violence de cette ponction fiscale beaucoup plus que d'autres. Et donc, je pense qu'à ce sujet, il faut que nous disions et que nous soyons porteurs, puisque j'ai vu avec satisfaction que le Premier ministre ouvrait un débat sur la réforme fiscale, donc on est loin de ce qui se passait il y a un an, lorsque le ministre Jérôme Cahuzac disait que la réforme fiscale avait déjà été faite et qu'il n'y en aurait pas. Donc je me félicite qu'il y ait une réforme fiscale. Donc laquelle? À quel délai? Est-ce que ça va durer tout le quinquennat pour que ça débouche à nouveau sur quelque chose de flou? Ou est-ce que c'est tout de suite qu'on la met en œuvre? Et donc nous, collectivités locales, on a besoin de cette réforme fiscale parce que nos impôts locaux ne sont pas basés sur le revenu et sont particulièrement injustes. Donc à partir de là, je pense que c'est par ce biais qu'on pourrait répondre finalement aux difficultés de nos concitoyens par rapport à cette pression fiscale. Deuxièmement, concernant les dépenses, très rapidement, il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire et dans la présentation que vous faites des différentes priorités, on se demande si ces choix sont les bons. Lorsque l'on s'aperçoit qu'on va dépenser pour la gare TGV 10 fois plus que pour le logement, que les dépenses autour d'un stade sont supérieures aux dépenses annuelles qu'on consacre au logement, je pense que le message n'est pas clair. Et donc, on aurait pu peut-être faire le choix d'augmenter les dépenses pour le logement, puisque c'est une compétence qui est la nôtre, compétence dans laquelle on a commencé les uns et les autres à des degrés divers à faire des efforts, et donc il nous faudrait peut-être augmenter massivement ce budget, parce que je vous rappelle quand même, on l'a voté, c'est dans le PLH qu'on reprendra tout à l'heure, que l'augmentation des logements, et notamment des logements sociaux annuels, fait que sur les 1250 logements annuels, il y en a 1000 qui contribuent à répondre quelque part à l'augmentation des demandes de logement qui ne cessent d'augmenter chaque année, qui est de l'ordre de 1000 pour notre agglomération, sur les 19 à 20 000 qui sont sur l'agglomération, et que donc l'effort nouveau pour faire reculer la demande est de 250. Et donc, à ce rythme de 250 logements sociaux qui ont pour but de faire rimer, il nous faudrait plus de 80 ans pour solder, disons, le déficit de logement qu'on a aujourd'hui. Donc, ce choix devrait être fait. Je préfère celui-là à certaines dépenses ostentatoires. Vous savez, je m'étais exprimé aussi l'année dernière là-dessus. Si on peut trouver que les investissements pour le sport sont tout à fait fondamentaux, que ce soit le sport de proximité ou pour nos grands stades, j'émets les plus vives réserves sur finalement les subventions de fonctionnement aux grands clubs, qui d'ailleurs, vu la masse financière de ces grands clubs, c'est souvent une goutte d'eau à l'intérieur de leurs différentes dépenses. Mais je pense qu'on pourrait faire une économie là-dessus pour rester fidèle finalement au message de Léo Lagrange
qui, le 16 juin 1936, disait devant l'Assemblée nationale qu'il y avait deux conceptions du sport, une conception du sport spectacle, une conception du sport populaire, celui qui s'insère dans les quartiers et qui fait que les ouvriers, les paysans et les jeunes, à travers le loisir sportif, trouvent un moyen finalement de la joie de vivre et du bonheur. Merci, Monsieur Revol. Alors, la parole est à Madame Cassard. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, ce débat d'orientation est l'occasion de vous rappeler que je suis intervenue à plusieurs reprises sur des sujets importants qui concernent le fonctionnement de notre agglomération. Le premier sujet porte sur la police intercommunale. En effet, la sécurité est un domaine qui préoccupe beaucoup de nos concitoyens. Elle serait la deuxième grande préoccupation. La première étant le matraquage fiscal sur le plan national et sur le plan local. Les textes nous permettent aujourd'hui de créer une police intercommunale qui ne se substituerait pas à celle existant dans nos communes, mais qui viendrait renforcer nos moyens en technologie et en hommes. L'intérêt d'une police intercommunale est devenu prioritaire quand on examine les statistiques concernant la délinquance et la criminalité sur notre territoire. Un phénomène inquiétant est l'insécurité dans les tramways et leurs abords qui préoccupent tous les usagers de ces transports. Je constate que cette question majeure n'est pas abordée dans ce DOB, ce qui laisse à supposer que la sécurité des personnes ne semble pas être une priorité pour notre agglomération. Je souhaite donc qu'une réflexion soit engagée sur ce thème, qui ne pourra déboucher que par une prise de conscience en cette matière et qu'une police intercommunale soit créée en 2014. Sur ce sujet, je suis persuadée que la montée de l'insécurité, qui est d'une part démontrée par les chiffres et d'autre part par un sentiment grandissant de la part des habitants de notre agglomération, aboutira à la création de cette police intercommunale qui aura, puis-je le rappeler, pour mission la prévention des risques de toute nature et la répression qui doit être adaptée aux actes d'incivisme, de délinquance et de criminalité. Le deuxième sujet concerne le contingent incendie, qui représente 14,9 millions d'euros. La communauté d'agglomération paie le contingent incendie pour 14 communes. Elle a donc la compétence puisqu'elle paie. À plusieurs reprises, j'ai demandé à ce que l'agglomération prenne en charge les contingents incendies des 17 autres communes. Soit elle a la compétence et elle paie, soit elle ne l'a pas et elle ne paie pas, mais en aucun cas elle ne peut payer pour 14 communes et pas pour les 17 autres. Je regrette que ce soit le juge administratif qui doive trancher cette question, qui est pourtant de bon sens. Monsieur le Président, je renouvelle donc aujourd'hui ma demande portant sur la prise en charge par la communauté d'agglomération du contingent incendie. En tout état de cause, comme vous avez prévu la dépense, vous allez payer au SDIS et par voie de conséquence et action récursoire, je vous demanderai de me rembourser le contingent qui pourrait être payé par la ville de Pignan. Le troisième sujet que je veux aborder est l'économie et le chômage. Le document, certes complet, que vous nous avez transmis aborde cette question. Diverses actions sont envisagées dans tous les domaines. Je ne reviendrai pas sur la nature des nouvelles actions que vous comptez entreprendre ou sur celles que vous souhaitez continuer. Toutefois, une réflexion n'est pas abordée dans ce domaine. C'est celle de l'évaluation sur le plan du chômage dans notre agglomération. En effet, depuis que je siège dans cette Assemblée, je demande qu'une évaluation très claire et officielle soit faite, notamment sur le nombre de chômeurs par rapport aux différents projets que vous avez mis en place. Plus concrètement, par exemple, concernant les déplacements à l'étranger, quelles sont les retombées en matière de soutien à l'emploi et de développement économique? Il me semble préférable que la question de l'évaluation des politiques de soutien à l'emploi que vous demandez à notre Assemblée, surtout en matière de chômage, soit discutée au sein de notre Conseil, plutôt que dans le cadre de la future campagne électorale des municipales. En effet, la politique de la communauté d'agglomération en cette matière sera certainement un enjeu majeur dans le cadre de ces élections. Le quatrième sujet concerne la dotation en matière de projets d'intérêt communautaire qui sera reconduite à l'identique par rapport à l'année 2013 et par voie de conséquence la diminution de 50% des aides aux communes. Une fois de plus, je vous demande de revoir cette enveloppe financière qui intéresse l'ensemble des collectivités de l'agglomération et surtout les petites communes. Pour terminer, je veux évoquer, sans polémique de ma part, le marché que vous avez signé avec l'agence montpelliéraine de publicité Sens Inédit.
Les médias locaux et nationaux ont à plusieurs reprises informé la population sur les conditions dans lesquelles ce marché aurait été signé. Je voudrais vous dire en premier lieu, Monsieur le Président, qu'en ce qui me concerne, je ne peux que vous soutenir dans cette affaire parce que juridiquement, c'est l'ensemble du Conseil communautaire, donc tous les élus, qui sont concernés par ce dossier. En second lieu, cette question risque de perturber la sérénité de nos débats tant qu'une explication très claire n'y sera pas apportée. Je vous demande donc, dans l'intérêt de notre Assemblée, de nous communiquer, même à titre confidentiel, les réponses qu'il convient d'apporter à cette affaire. En effet, aujourd'hui, bon nombre de mes administrés me demandent des explications sur ce marché, surtout à la suite de l'émission Envoyé spécial diffusée sur France 2 la semaine dernière. Je ne doute pas que vous saurez apporter à cette affaire toutes les réponses opératives. Voilà, Monsieur le Président, les observations que je voulais apporter à ce débat. Monsieur Tsitsonis. Pour ma part, je trouve ce DOB volontariste et dans la situation économique que l'on connaît en France aujourd'hui, on ne peut pas se passer d'avoir des collectivités locales qui osent et qui démontrent qu'elles veulent aller de l'avant. Et donc, au niveau du volontarisme économique, on peut dire que le DOB fixe le cap et ça, c'est une chose importante. Au niveau des projets majeurs qui seront poursuivis en 2014, comment ne pas voir l'intérêt que peuvent avoir des projets comme Montpellier Métropole Numérique, l'innovation sur la gérontologie, la production agricole durable. Ce qui est clair, c'est que des territoires qui demain ne montreront pas un savoir-faire et une plus-value différents que d'autres territoires ne seront pas capteurs de nouvelles entreprises, ne seront pas capteurs de nouveaux capitaux et de toute façon ne seront pas capteurs de dynamisme. Donc, osons l'innovation, osons ce volontarisme, parce que c'est ça aussi qui nous permet demain d'accueillir de nouvelles entreprises. Mais au-delà de ça, je voulais répondre à M. Lantéric, parce que pour avoir suivi de près le plan climat à la ville comme à l'agglo, à un moment, il faut dire les choses et recadrer les choses. Oui, l'agglo, M. Lantéric, a fixé comme priorité dans son plan climat la rénovation énergétique des bâtiments. Oui, c'est une priorité parce que la précarité énergétique est un fléau et que derrière, au-delà de la solidarité que cela peut entraîner, c'est aussi une source d'emploi et non négligeable pour les artisans locaux et c'est quelque chose d'important. Néanmoins, si vous aviez mieux lu le plan climat ou le rapport du développement durable dont on débattait aujourd'hui, vous auriez vu, M. Lantéric, que l'année 2013 et l'année 2014 allaient permettre au PCET sur ces questions de mettre l'accent sur les modalités administratives, financières, techniques de ce projet. Parce que, vous l'avez dit, ce sont des coûts énormes. Et l'enjeu, c'est pas de faire n'importe quoi, pas faire des effets d'annonce. Et donc, on peut dire, il faut réhabiliter, etc. Le problème, c'est que ce sont des sommes énormes et que derrière, l'agglo, la ville, la Serm Énergie, les acteurs de l'État, etc., aujourd'hui, vont définir et vont travailler sur des mécanismes de tiers financement. C'est pas pour rien si en France aujourd'hui très peu de sociétés de SEM ou de SPL sont allées sur la question, très peu y vont parce que derrière les mécanismes de financement sont très compliqués. Donc si on se donne le temps sur une année de le faire, peut-être que demain on en verra le bout. Et l'objectif est fort, 10% d'ici 2020 des copropriétés rénover, c'est pas la petite affaire. Donc, plus on maîtrise notre sujet, plus on arrivera à le faire. Donc, Monsieur Lantéric, plutôt que de dire qu'on ne fait rien, vous pourriez dire l'agglo a une ambition réelle et forte, et je constate qu'elle met tous les soins et toutes les chances de son côté pour réussir ce pari et être avec nous sur ces questions. Voilà. Merci, Monsieur Lantéric. Monsieur Passé. Oui, Monsieur le Président, merci. C'est assez difficile de s'exprimer sur ce débat parce que je ne sais pas trop où on se situe politiquement et bon, mais enfin. Il y en a qui s'y situent quand même. Hein. Je me mets hors campagne électorale, si vous le permettez. Je trouve très juste l'analyse de Monsieur Levita sur les conséquences de l'austérité au niveau national, au niveau européen.
c'est très bien. D'autant plus que vos sources, monsieur Lévitas, sont profondément valables. Mais je n'en tire pas les mêmes conclusions que vous. Parce que quand une politique est mauvaise, il faut en changer. Et ça fait quand même un certain temps que des partis politiques, dont le mien, disent que l'austérité, depuis le début, n'est pas une solution à la crise qu'on connaît. Et proposent des moyens, dans le cadre du Parti communiste et du Front de gauche, pour sortir la France et l'Europe de l'ornière dans laquelle elles s'enferment. Il faut aller jusqu'au bout, on ne peut pas dire on n'y peut rien, quoi. La deuxième chose, excuse-moi Max, je t'aime bien, mais je te prends à témoin parce que tu es économiste et donc j'essaie de me référer à un économiste, c'est que on ne peut pas dire qu'une politique d'austérité au niveau de l'État ne permet pas de sortir de la crise est une mauvaise chose et demander l'austérité pour les collectivités territoriales, qu'elles fassent des économies. Parce que je considère que si la politique d'austérité au niveau national est très mauvaise pour notre pays, au niveau européen est très mauvaise pour l'Europe, je trouve qu'elle va être catastrophique avec les réductions des moyens des collectivités territoriales. Pourquoi? Parce que l'État se tire une balle dans le pied. Dans un certain nombre de domaines, qu'on soit d'accord ou pas, pour ma part, je ne suis pas d'accord, mais c'est un constat que je fais. Les collectivités territoriales supplient aux carences de l'État. Ou on peut prendre des grosses sommes. Nous sommes favorables, nous, à une gare TGV. Ceci étant dit, il faut que les collectivités territoriales mettent la main à la poche, si on veut cette ligne. Il y a 20 ans, ça paraissait impensable. Deuxième exemple. Je ne reviendrai pas sur le débat de Pignan sur le SDIS. On en discutera, si vous voulez, puisque vous m'avez fait l'honneur que je représente la communauté d'agglomération, SDIS. Mais prenons le SDIS. Il y a 2-3 déserts médicaux dans l'Hérault. Je ne développe pas, tout le monde connaît. Pour assurer les urgences qui sont une nécessité impérative, on ne peut pas laisser les gens au bord de la route, on ne peut pas laisser les malades. Vu la politique d'austérité au niveau de la santé, ben c'est le SDIS qui assume. C'est-à-dire, c'est la communauté de communes concernées, la communauté d'agglomération qui finance. Voilà, vous voyez, c'est-à-dire que autant on diminuera la possibilité d'agir des collectivités territoriales, autant on augmentera le déficit du gouvernement au niveau national. Alors, on ne peut pas partager mon analyse, mais enfin, il faut quand même qu'on ait des décisions pour en sortir. La deuxième difficulté que j'ai pour parler, disons, de ce budget, c'est que il y a l'orientation de la communauté d'agglomération, et puis il y a les satellites à côté. J'appelle ça satellite, il n'y a rien de péjoratif, je n'ai pas trouvé d'autres mots. C'est vrai qu'on peut trouver l'action sur le logement concernant les isolations, etc., liées au plan climat, insuffisant. Oui, il faut rajouter 400 000 € de l'agence locale de l'énergie, auquel la région, la communauté d'agglomération, la ville de Montpellier finance, disons, énormément, quoi. On pourrait faire pareil pour le logement. Est-ce qu'il y a assez de logements? Non, puisqu'il y a des gens qui en manquent. C'est une évidence, je crois. Mais il faudrait rajouter, alors si je me trompe, le président d'ACM rectifiera, ACM, c'est 125 millions d'euros d'investissement pour le logement social. C'est un débat d'orientation, on vient de l'avoir, j'espère qu'il sera voté par le conseil d'administration. C'est 45 millions d'euros pour rénover 3000 logements en 3 ans. Là aussi, je dirais que la communauté d'agglomération y est quand même pour quelque chose. Et je pense par contre que sur cette question du logement, il y a une chose qui serait souhaitable que l'on réfléchisse très rapidement avec un partenaire, puisque avec les communes et un partenaire qui a une agence foncière, je vais parler de la région, c'est que le véritable problème, c'est quand même la spéculation sur le foncier et le prix du foncier. Si on n'arrive pas à agir sur cette question-là de façon très efficace, voire violente, je dirais, violente, parce que ce n'est pas possible qu'une terre vaille 1 pour développer une agriculture raisonnée, etc., et qu'elle vaille 40 ou 100 quand on la vend pour construire des logements. C'est pas possible. Il y a quelque chose qui n'est pas juste et qui ne répond pas aux besoins. Et je pense que un débat qu'on aurait là-dessus pour savoir comment, avec les autres partenaires, y compris l'État et la préfecture, à tout prix, il faut qu'on arrive à faire baisser le foncier
dans l'agglomération de Montpellier et plus largement de la région est une nécessité. Enfin, je crois qu'il faut que l'on ait vraiment un souci permanent. Globalement, les orientations me conviennent. Ceci étant dit, ça ne répond pas à une question. Et la communauté d'agglomération ne peut pas y répondre toute seule. Mais enfin, il va falloir qu'on s'interroge. Je ne suis pas universitaire, mais j'ai des sources de lecture. Et ce n'est pas une épique contre les universitaires, monsieur Lévitan, hein, non, non. Voilà, de temps en temps, il faut bien plaisanter. Et donc j'ai pris comme source de lecture ce que j'ai trouvé sur ma table. Et j'ai regardé les premières pages. Donc je pense que c'est quand même quelque chose de neutre. Je vais vous citer quelques têtes de chapitre. Emploi salarié en Languedoc-Roussillon. C'est sur la région, hein, mais la communauté d'agglomération quand même de Montpellier, ça fait 500 000 habitants, ça pèse. Non, sur la région. C'est catastrophique. Chômage en hausse. Moins de création d'entreprises. Ligne à grande vitesse. Rendez-vous manqué. Ceinture pour les universités. Industrie, plus de bacs d'eau, etc., etc. Ça. Je crois qu'on est dans une situation politique qui entraîne des choses économiques, sociales. Il y a actuellement dans notre agglomération 20% de gens qui vivent avec moins de 900 € par mois. Il y a 25% de jeunes qui sont à la dérive complète. Je crois que ça nécessite un plan d'urgence. Si la communauté d'agglomération ne peut pas répondre à toutes ces questions-là concernant la situation de ces gens-là, elle devrait être à l'initiative avec les communes, le département et la région de définir des axes d'urgence pour essayer, on n'y remédiera pas, il y a l'État, etc., mais pour essayer d'améliorer dans tous les domaines la vie de ceux qui souffrent. Merci, Monsieur Passé. Alors, Monsieur Pastor, dernier demandeur d'une intervention devant l'Assemblée. Monsieur le Président, chers collègues, je ne vais pas vous faire un cours magistral que j'ai particulièrement apprécié de mon collègue Lévitat. Nous ne sommes pas à l'Assemblée nationale non plus, mais dans votre DOB, vous appliquez un certain nombre de textes, un certain nombre de règles qui s'imposent à nous. Et vous avez fait, dans le but du projet de budget que vous montez, vous avez tenu compte de ces contraintes, vous les avez justifiées, et je tenais à ce niveau-là à vous dire combien je soutiens le projet de budget que vous voulez nous proposer. Je voudrais simplement répondre dans mon domaine à un certain nombre d'affirmations ou de questionnements qu'il y a eu par-ci ou par-là. On nous demande les emplois. Attends, excusez-moi, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui a un portable ouvert là, fermez-le, parce que ça gêne tout le monde. On nous demande les emplois. Je rappelle simplement qu'il y a 15 jours, on a fêté les entreprises qui quittaient le BIC. 12 entreprises, 172 emplois. Malheureusement, ça a fait l'objet même pas d'un entrefilé dans la presse. Et c'est un peu dommage qu'on ne voit que le mauvais côté des choses et qu'on ne positive pas des personnes qui se sont défoncées pendant 3 ans pour créer des boîtes et créer de la richesse. Ça, c'est le fruit, c'est quantifiable, c'est le fruit du travail de la communauté d'agglomération. On a questionné sur le problème des déplacements à l'étranger. Et là, je le relirai à un chiffre que vous avez donné. Vous avez dit qu'on allait consacrer 3,1 millions à l'accélération de la croissance des entreprises. Mais l'accélération de la croissance des entreprises, c'est aussi les aider à s'implanter à l'étranger. Et c'est un choix extrêmement judicieux, puisque c'est un mal assez français, et chez nous aussi, de faire passer les entreprises de 25 à 50, 100 ou 250 salariés. Et c'est l'effort que vous avez demandé au service de développement économique et qu'il faut qu'on fasse dans l'année qui vient, et vous y mettez les moyens, et c'est très bien. Je citerai 2 exemples.
qui me viennent à l'esprit très récemment. L'entreprise Tageos, qui était avec nous en Chine, elle a signé là-bas, lors du congrès EPIC, un accord avec une boîte chinoise. Ça va augmenter leur chiffre d'affaires de 30%. Voilà à quoi ça sert d'amener les entreprises en Chine. Il y en avait 3 autres. L'entreprise Altera, qu'on a amenée aux États-Unis et qui a passé, il y a 1 mois et demi, un contrat avec les plus grands hôpitaux, grand hôpital de Miami, dans le domaine de la gérontologie, etc. Ça aussi, et c'est une entreprise qui s'implante, qu'on implante en Russie, qu'on va implanter en Chine, etc. Et qui va ramener de la richesse locale sur la communauté d'agglomération. Ça, c'était les exemples que je voulais donner. Et j'en ai d'autres, je pourrais en citer d'autres. Mais c'est vrai qu'on a, comme je disais, on n'a pas tendance à valoriser. Le portable marche toujours. Ouais. Ça doit être un sourd. On n'a pas tendance à valoriser les choses qui marchent. C'est simple de se priver de portable pendant 1h30 ou 2 heures. On n'en meurt pas. Hein. Je voudrais aussi, en conclusion, revenir sur cette fameuse CFE. Et là, Monsieur le Président, je voudrais dire que l'état de la CFE aujourd'hui, il est apporté à votre crédit. Car, que n'a-t-on entendu il y a 1 an dans cet hémicycle, au moment du problème de la CFE? C'est de la poudre aux yeux. Vous n'y arriverez pas. Vous ne ramènerez pas la CFE au taux de 2011. Combien ont douté un dimanche matin? Je me rappelle de ces nombreuses interventions, il y a eu 15 ou 20, toutes dans le même sens. Haro sur le président, il va se planter. Eh bien, ce que je veux dire, c'est que la CFE a été distribuée, les gens l'ont reçue, et tous ont pu constater que le taux de 2013 est à 2% près celui de 2011. Vous en aviez pris l'engagement, vous vous y êtes investi, cet engagement a été tenu, c'est à mettre à votre crédit, je tenais à le dire, parce que si ça avait été l'inverse, que de manchettes dans les journaux aurait-on eu au sujet de l'augmentation de la TFE et que de manifestations. Là, c'est quelque chose qui a été réalisé et je vous en remercie au nom des entreprises qui créent la richesse et l'attractivité de notre territoire. Merci, Monsieur Pastor. Alors, je vais laisser Monsieur Bress faire peut-être quelques commentaires. Je voulais m'exprimer par une boutade. J'ai écouté Max Vital, adjoint en finance de la ville de Montpellier, un exposé très sérieux. J'ai l'impression d'avoir fait un cours magistral quand j'étais étudiant et de retrouver cette sensation. Mais au-delà de cela, je respecte tout à fait le cours magistral de Max Lévitin. Mais que je vous ai entendu soit en off, soit en conseil d'agglo, et j'ai l'impression, si j'étais étudiant, je finirais en état dépressif. Vous êtes toujours foncièrement pessimiste. Alors, j'espère que vos prédictions ne vont pas se réaliser, mais effectivement, à la fin de l'année, on a une clientèle chez les psychiatres très importante parce que vous êtes vraiment très pessimiste. Voilà. C'était une boutade. Bien, mes chers collègues, alors, juste moi, quelques réponses rapides, puisque l'élément important qui prolonge le DOB, ça sera le vote du budget. Pour dire que, d'abord, c'est intéressant d'avoir un débat dans lequel chacun peut s'exprimer sans limitation de temps. Il n'y a pas de chrono qui limite ici. Donc chacun est en situation de pouvoir exprimer ce qu'il ressent de la réalité, à ne pas oublier la réalité. La réalité de la situation devant laquelle nous nous trouvons quant à devoir préparer des budgets. Et un budget, c'est intéressant, c'est pas que des chiffres. C'est une respiration qui permet de caractériser ce qui se passe sur un territoire. C'est du concret. Dans la réalité, c'est fondamental. Chacun a pu ici exprimer comment il la ressentait. Et puis, c'est normal aussi, c'est intéressant, chacun le traduit dans son expression en fonction aussi de certaines sensibilités. Et ça montre tout simplement qu'à l'agglomération, elles sont très diverses. Et j'entends ces diversités. Si on prend le cas de l'environnement, je ne vais pas reprendre ce qu'ont dit certains qui ont répondu à d'autres. Mais la préoccupation de l'environnement, elle est dans tout ce budget, sur toutes les grandes lignes. Qu'il s'agisse de l'écocité, du transport, des déplacements, de l'environnement, du logement, de la lutte contre les inondations, de la gestion de l'énergie.
c'est dans le DOB, ce sera dans le budget et ça sera dans le temps de la mandature à venir pour ceux qui en auront la responsabilité, avec la volonté de l'accentuer. Parce que c'est dans le temps de ces réalités que d'avancer et de conforter un peu la prise en compte de ces éléments fondamentaux pour la société. Ensuite, la réalité, c'est aussi, ça a été dit, ce qui concerne le logement, ce qui concerne la capacité ou la possibilité ou la volonté ou la potentialité de l'agglomération de Montpellier de s'engager dans ce qui est quelque chose de déterminant par rapport à l'un des éléments de la vie au quotidien de nos concitoyens qui est important, c'est le logement, de même que l'environnement général dans lequel ils évoluent. Le logement, on fait un effort quand même qui est conséquent. Et on verra dans le prolongement, dans le débat qui vient, que ce qui concerne et ce qui a trait au programme local pour l'habitat 2013-2018, ça vient de nous revenir quand même du comité régional de l'habitat avec une approbation à l'unanimité sans réserve. Donc, c'est vrai, on peut mieux faire et je souhaite qu'on fasse mieux, mais on ne peut faire aussi qu'en fonction des possibilités des interlocuteurs de ce qui est décidé ici sont en capacité ou pas de réaliser. Construire, il faut des entreprises, il faut également des fonds propres pour le faire, il faut des appuis financiers et il faut des interventions financières solidaires volontaires de l'agglomération de Montpellier. En ce qui concerne le logement social, ce chiffre à 3 millions d'euros. Et pour ce qui est du programme de rénovation urbaine qu'a évoqué M. Lanterit, elle figure également au programme local pour l'habitat et nous avons la forte volonté d'accentuer l'effort qui sera fait en complémentarité de ce que portent également les communes dans la proximité. Parce que souvent, la rénovation urbaine, c'est aussi une politique de proximité par rapport à la volonté ou pas d'œuvrer dans chacune de nos localités sur la remise à niveau de formes urbaines qui parfois sont dépassées par rapport au temps. Et là, il n'y a pas que l'agglomération qui peut venir, mais c'est l'ensemble des territoires qui peuvent y contribuer, à leur manière, avec également leurs possibilités. Ensuite, on a évoqué la question de l'emploi, de l'économie et du développement. Je ne vais pas rentrer là ni dans une querelle d'experts, qui n'a pas été lancée d'ailleurs, ni dans des vaticinations qui pourraient parfois nous amener très très loin. Moi, là aussi, je ne regarde que la réalité. Il y a plusieurs types d'économies, mais toutes sont complémentaires. La première, c'est celle qui va incarner ce que j'appelle, moi, l'économie verte, grise, blanche du territoire montpelliérain, au sens large du terme. C'est celle qui est en train de se bâtir actuellement. Et quand on me dit, par exemple, je peux l'entendre, moi, mais qu'avec l'évolution du rôle respectif de l'État et des collectivités, avant, on n'avait pas à se poser la question de millions d'euros qu'on mettrait sur des infrastructures dites d'État, je dis oui, mais je dis que nous avons bien fait de le faire. Parce que sans l'intervention de l'agglo pour des grandes infrastructures, probablement qu'on ne se serait pas trouvé dans la situation de pouvoir bénéficier, dans un deuxième temps, de l'arrivée d'une deuxième gare et d'un investissement qui est un effet de levier pour l'économie du XXIe siècle. Et ça veut dire que tout simplement derrière, il y a un poumon économique qui se crée sur l'agglomération de Montpellier. C'est celui qui va concerner tout le quartier autour de la gare Sud de France, avec un quartier d'affaires à vocation européenne internationale. C'est aussi, et c'est dans le budget, les premiers investissements significatifs qui permettront, entre autres, de répondre à l'appel au projet national pour la métropole numérique. Ça veut dire l'économie d'efficacité de demain. Et ça veut dire aussi, puisque vous l'avez cité, je ne répondrai que sur cet aspect, parce que la réalité et la vérité de la politique de l'agglomération, la politique d'intérêt général, elle n'est pas fonction de ce qui peut s'entendre parfois ou se voir à travers certaines lucarnes dans des documents qui n'ont d'objectif que la carence de celui qui a été interpellé en tant que intervenant local pour faire passer un certain nombre d'informations. Le reste, il faut faire attention à ce qu'on dit parce que j'ai eu l'occasion de le dire, diffamation égale attaque au tribunal. Et j'ai pas l'intention de baisser la garde par rapport à ça. Et vous savez, quand derrière la marque à laquelle vous avez fait allusion, il y a une gouvernance économique qui réunit les 15 acteurs majeurs du territoire, avec la Chambre de commerce, avec les pôles de compétitivité, avec les universités, avec la Fédération des travaux publics, avec tous ceux qui sont dans le volet économique, et bien sûr
l'agglomération de Montpellier, la Chambre des métiers. Ça veut dire qu'il y a un travail de fond qui se fait au régulier avec ça. Et derrière, il y a un travail de réflexion de chacune des équipes gestionnaires administratives de ce qui est possible de croiser dans les passerelles de l'action transversale. Ça débouche sur 600 ambassadeurs. 600 ambassadeurs que personnellement j'ai l'occasion de voir régulièrement. J'en ai vu beaucoup, entre parenthèses, ce matin,